Bonjour Claude. Vous avez été élu lors du congrès de Genève au conseil d'administration de la MOPA, mais peut-être serait-il bon que vous vous présentiez. Qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Eric Allary, comme vous l'avez dit, Claude Tran, et je suis donc aujourd'hui enseignant docteur agrégé en classe préparatoire littéraire aux grandes écoles au lycée Descartes de Tours. Donc j'ai la chance d'enseigner en histoire en première année, comme l'on dit, en Cagne, et aussi en option histoire de la Cagne pour préparer les étudiants, qui à l'ENS, qui dans les grandes écoles de commerce, notamment. Parallèlement, je continue à faire des recherches, comme j'en ai fait maintenant depuis plus de 30 ans. Vous avez un thème particulier? Je suis un spécialiste de l'occupation, puisque j'ai écrit une thèse de doctorat sur la ligne de démarcation pendant la Seconde Guerre mondiale, sous la direction de Jean-Pierre Azéma. Avant d'enseigner en prépa et d'écrire maintenant j'ai écrit près de 25 ouvrages, dictionnaire aussi de la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup travaillé sur la vie quotidienne des Français, sur quelques histoires plus institutionnelles, l'histoire de la gendarmerie. Toutes ces histoires sont liées à ma propre vie personnelle en général, soit parce que mon père était gendarme et que j'ai voulu connaître cette histoire, l'histoire des enfants parce que j'en ai beaucoup, et en même temps l'histoire de la vie quotidienne parce qu'il me semblait que lorsque j'étais étudiant, on parlait très très peu de l'histoire de la vie quotidienne des Français au XXe siècle et encore moins pendant les deux guerres mondiales. Donc on parlait surtout de la grande histoire, et c'était assez vexant d'ailleurs, la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire politique, l'histoire de la résistance, et finalement assez peu de la majorité des Français. Alors peut-être est-ce que j'avais été influencé aussi gamin par la lecture des volumes d'Henri Amouroux, très vraisemblablement. Donc j'ai fait des études toutes simples, hein. J'ai fait des études dans le Berry, un collège qui s'appelle Jean Renoir à Bourges. J'ai été un des premiers élèves rugbyman de promotion, la première promotion rugby de France. Et à quel poste? Et alors j'ai commencé pilier, j'ai terminé à l'aile, puisque quand on est entre la 5e et la 3e, on grandit en général, en tout cas au salon. Et on puis, ouais, c'était une super école de la vie, puis j'ai fait beaucoup de courses de vélo aussi en lien avec une histoire familiale. Et c'est vrai que dans les études, cette idée que la ligne d'arrivée n'est jamais à l'endroit où elle est placée, mais qu'elle est toujours après, c'est une idée qui m'a toujours habité, encore aujourd'hui quand je travaille jusqu'à plus de minuit sur des copies d'étudiants, et ce que je dis souvent d'ailleurs aux étudiants. Et puis donc, j'ai toujours voulu dire aux autres ce que je savais en histoire. C'était une sacrée prétention, c'était peut-être un peu vantard quelquefois, mais je me disais, après tout ce que j'ai appris par cœur, qu'est-ce que je peux en faire? Je ne vais pas simplement répondre à un contrôle. Et puis cette idée, elle est restée très forte. Je voulais être historien, mais ce n'était pas un métier, me disait-on. Alors je me suis dit, la seule façon de vivre de cette passion, c'est d'être enseignant. Donc j'ai fait des études, je suis rentré en prépa un peu par hasard, j'ai fait mon lycée à Amboise, en Indre-et-Loire, et puis un professeur de philo a dit, mes parents, vous savez, il existe l'être supérieur, mes parents ne savaient absolument pas ce qu'il en était, donc je suis rentré en Hippocane au lycée Potier d'Orléans, et là j'ai compris ce que ça voulait dire que la méritocratie, ce que ça voulait dire aussi que s'arracher d'un milieu social, mais avec honneur, c'est-à-dire que j'étais très fier du milieu social duquel je venais, mais j'étais aussi très heureux d'avoir connu cette Hippocane qui m'a permis effectivement d'être beaucoup plus rigoureux, de faire des études beaucoup plus longtemps que prévu, très certainement dans ma culture familiale, ou telle que ça avait été destiné dans la culture familiale. Mais l'histoire déborde un petit peu de la salle de classe pour vous, non? C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous êtes dans l'histoire, pas uniquement quand vous êtes devant des élèves. Oui, assez souvent dans l'histoire. Et c'est vrai, ce que vous dites, Claude, vous avez raison. Une partie de ma famille est d'origine slovaque, polonaise, et ce sont des gens qui ont lutté, résisté au nazisme, au stalinisme, et qui, effectivement, déjà par leur histoire, m'intéressaient beaucoup. Puis j'ai rencontré pas mal d'historiens, de résistants. Mon père étant gendarme, on déménageait souvent, donc on rencontrait des résistants, etc. Et puis après la Cagne, donc, je ne suis pas rentré dans Malsup, mais je m'en suis très bien remis. Et donc j'ai fait des études d'histoire, donc j'ai passé d'abord le CAPES, j'ai été admissible une première fois à l'agrégation, puisqu'on passait les deux concours en même temps, l'histoire. Et puis, c'était pas dans ma culture que je commençais la grecque tout de suite. J'étais tellement heureux d'être professeur. Je me rappelle les résultats qui étaient affichés rue de Grenelle, et j'ai vu mon nom, et pour nous c'était exceptionnel. J'étais le premier bachelier de la famille. Donc le premier prof, donc le premier de plein de choses. Et c'était extraordinaire, et donc pas question non plus de faire durer trop les études, donc j'ai décidé de prendre un poste, et donc j'ai commencé en zone d'éducation prioritaire, à jouer les tours. Un collège qui existe toujours, qui m'est très cher, ça s'appelle le collège Larabière. Et là, j'ai appris, grâce à un tuteur, ce qu'étaient les filets de sécurité en cours. Il m'avait toujours dit, tu prépares un cours, c'est très bien, mais il faut toujours préparer les fameux filets de sécurité.
pour la question du petit sixième que tu n'as pas prévu, celle du cinquième qui va essayer de te perturber parce qu'il verra que tu es un jeune professeur. Et j'ai toujours gardé ça en mémoire. Et cette idée de transmettre est très importante parce que j'ai donc commencé en ZEP, puis ensuite on m'a nommé dans un collège dans lequel je ne voulais pas forcément aller, donc je me suis inscrit en thèse de doctorat. J'ai repassé l'agrégation, je l'ai eu, et en même temps donc j'étais inscrit en thèse à Sciences Po Paris. Et grâce à des grands maîtres comme Serge Bernstein, Pierre Milza, j'ai commencé vraiment à me dire peut-être que effectivement j'avais peut-être quelque chose à faire dans la recherche historique, mais en gardant à l'esprit qu'un jour, de toute façon, puisque détaché, boursier de thèse, j'allais retourner en collège, donc je retournais voir mes collègues au collège régulièrement pour ne pas perdre la main, et en même temps j'écrivais ma thèse, et en même temps j'avais décroché une bourse qui m'a permis d'être l'assistant de René Raymond de l'Académie française pendant 4 années. Et voilà, j'avais pas de plan de carrière, comme on dit quelquefois, et c'est pas péjoratif de dire ça de ma part, mais j'avais pas de plan de carrière, et c'est finalement la rencontre de toutes ces personnes, d'un rugbyman un jour, d'un professeur de 3e de collège qui m'a montré ce qu'était qu'un téléscripteur de l'AFP, cet homme qui m'avait appris à classer tout en dossiers, un dossier Liban, un dossier Paris-Dakar, un dossier... Et finalement, il m'a appris... Donc tous ces professeurs sont déterminants, en 3e, en terminale, on voit tous ces profs qui nous accompagnent et qui nous donnent envie de transmettre à tous les niveaux. Et finalement, la gourmandise a grandi et surtout, les complexes d'infériorité ont disparu pour moi. C'est-à-dire, à un moment, je me suis dit, après tout, je suis capable de faire aussi bien que des gens qui avaient peut-être une famille plus favorisée sur le plan culturel, etc. etc. Donc l'appétit vient en mangeant. Et les rendez-vous d'histoire alors j'ai soutenu ma thèse, j'ai enseigné 1 an à Saint-Circuit de Quidan, je suis devenu prof de Cannes. Quant au rendez-vous de l'histoire, c'est encore un hasard. Je suis revenu après quelques années à l'extérieur de la Touraine, habiter en Touraine, et j'ai dû remplacer donc un professeur de Cannes qui s'appelle Jean Vassor, un professeur extraordinaire que je vois souvent, et qui donc m'a passé le relais de Tours, et qui était lui-même membre du conseil d'administration des rendez-vous de l'histoire de Blois. Moi je connaissais les rendez-vous de l'histoire de Blois. Car le professeur d'histoire, c'est une bulle d'oxygène extraordinaire, annuelle. Donc un jour, Jean m'a simplement dit écoute, est-ce que tu veux nous aider au rendez-vous de l'histoire? Bon voilà, j'ai commencé à faire des modérations, j'ai présenté mes propres livres aussi, c'était un honneur pour moi de présenter mes livres. Un honneur et en même temps un stress, présenter devant un public qui est surtout composé d'enseignants, c'est-à-dire de ses pairs, c'est pas la tâche la plus facile. Et beaucoup de ceux qui nous écoutent ou nous voient en conviendront. Et donc à partir de ce moment-là, je suis rentré dans l'organisation. Et puis un jour, le conseil d'administration avait besoin d'un nouveau président. Ils m'ont sollicité. Et c'est comme ça que depuis 4 ans, je suis président des rendez-vous de l'histoire, du conseil d'administration du Centre européen de promotion de l'histoire, très exactement. Et alors vous vous rendez compte que ce jeune passionné d'histoire que j'étais au collège vit... complètement enfermé, noyé dans une histoire extraordinaire où on rencontre absolument tous les historiens qui comptent dans le monde. Donc on ne peut pas rêver mieux. On peut pas rêver mieux. J'ai pas l'impression que je fais un métier tous les jours. Hein. J'ai plutôt l'impression que je m'amuse. Mais alors, pourquoi vous présentez au conseil d'administration de la MOPA? Eh bien parce que j'ai été fait chevalier des palmes académiques à l'âge de 35 ans, ce qui est l'âge minimum, grâce à un paysan qu'on appelle le Mermoz des Blés, puisque c'est le premier paysan français qui traitait ses champs en ULM en Touraine, qui avait été député entre 1958 et 1962 en Touraine, et qui un jour me dit, voilà, tu as les palmes académiques, tu as donné beaucoup de conférences dans on disait les maisons de retraite à l'époque, tu donnes beaucoup aux autres bénévolement. Moi ça me paraissait naturel dans ma culture familiale de donner, de faire du bénévolat, d'être bienveillant, c'est la définition du bénévolat. Et puis donc, progressivement, tout de suite, j'ai adhéré à la section de la MOPA 37 d'Indre-et-Loire, qui reçoit cette année le congrès, formidable, le congrès national de la MOPA, et international de la MOPA. Et donc, j'ai suivi les travaux de la section, tout simplement. Et dès lors que j'étais engagé, dès lors que j'étais adhérent, j'allais à toutes les réunions. Et puis après, je deviens officier, et puis ensuite commandeur, et puis... on me dit, mais tu sais, il y a toute une équipe aussi qui s'occupe de la MOPA nationale. Globalement, tout ce qui détermine ma candidature au CA, comme ce qui a déterminé mon activité
dans la section 37, c'est l'ensemble des valeurs que porte la MOPA, défense de la démocratie, défense de la laïcité, défense de la langue française, défense de l'histoire, de la géographie, défense des enseignants, de tous les acteurs de la communauté éducative, qui ne comprend pas que des enseignants, ça c'est très important pour moi, et dans une famille où le terme d'ascension sociale veut dire quelque chose, et encore plus celui de méritocratie républicaine, être aujourd'hui membre du CA national, c'est un honneur extraordinaire pour moi, parce que ça veut dire aussi que quelque part en France, il y a des gens qui travaillent gratuitement, bénévolement au service des autres, et qui cherchent aussi à reconnaître leurs efforts, à reconnaître leur travail pour les autres, à reconnaître le service des autres. Car pour moi, la MOPA est aussi, je dirais, une des marmites du service public en France. Alors, cette marmite du service public en France prépare son congrès qui, comme vous l'avez dit, se déroulera cette année à Tours. Et vous avez accepté de piloter le groupe de travail qui construit la demi-journée thématique de ce congrès. Parlez-nous de ce thème et puis parlez-nous de la mission que vous avez reçue du bureau de la MOPA et du conseil d'administration de la MOPA. Alors, le thème, c'est tout simplement de s'intéresser aux défis qui attendent l'éducation nationale, par exemple les comportements ou la formation des professeurs face à l'apparition de l'intelligence artificielle. Faut-il ou non apprendre aux élèves à maîtriser l'intelligence artificielle? Effectivement, il faut peut-être aider les élèves aujourd'hui, les étudiants, à piloter une Ferrari alors qu'ils savent à peine, je dirais, conduire une 4L. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'enseignant que d'aider les élèves, les étudiants à voir quels sont les enjeux possibles, les nouveaux outils, comment utiliser les nouveaux outils. Et l'éducation nationale doit réfléchir pour anticiper, car quel est le rôle de l'éducation nationale si ce n'est que d'anticiper sur l'activité économique future, sur la transmission de métiers, de prévoir quels seront les métiers de demain. Donc quels sont les défis de l'éducation nationale face aux enjeux de demain et quelles sont les valeurs que peut porter l'éducation nationale avec l'aide de la MOPA. Avec l'aide de la MOPA. Quel est le rôle de la MOPA dans l'accompagnement de l'éducation nationale, l'accompagnement de nos collègues, l'accompagnement des acteurs de l'éducation nationale face à des défis dont on ne voit pas encore tout à fait tous les aboutissants, tous les linéaments, et beaucoup de défis qui nous font très très peur. Il se dit tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'on a besoin de clarté quand on est enseignant, on a besoin de clarté quand on est à l'éducation nationale. Et la MOPA a un rôle à jouer dans l'accompagnement, dans la diffusion, je dirais, de ce qui va constituer dans les années à venir de nouvelles façons d'enseigner, de nouvelles façons de transmettre. Alors, pour l'instant, on est en pleine réflexion avec un comité de pilotage, donc ça m'intéresse beaucoup, d'autant que je suis historien, on me demande de me tourner vers l'avenir. Donc je trouve ça plutôt formidable. Il nous faudra travailler, évidemment, à l'élaboration de ces demi-journées thématiques du Congrès international de Tours pour demander à ceux qui travaillent dans l'institution éducation nationale comment ils voient l'avenir de l'éducation, comment ils perçoivent l'appréhension des nouvelles technologies donc qui envahissent l'univers des enfants, l'univers des étudiants, l'univers des professeurs, l'univers des agents, l'univers des proviseurs, etc. Et en même temps, est-ce que le terme valeur a encore, je dirais, encore une place dans le discours général que l'on doit donner aux enfants? Il me semble que oui. Est-ce que parler de laïcité, c'est vieillot comme on l'entend parfois? Il me semble que non. Simplement, le récit autour de la laïcité doit évoluer, comme le récit autour des techniques d'enseignement doit évoluer, plutôt que de dire je suis contre ceci, je suis contre cela. Essayons de voir avec les professionnels de l'institution et hors de l'institution comment nous allons pouvoir relever ces défis et comment la MOPA peut, je dirais, intervenir. Merci beaucoup, Éric Allary. Merci beaucoup, Claude Tran.